La collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Sciences. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Nous vous proposons l'écoute du livre 5. Spiritualité. Chapitre 1. La spiritualité. L'inconscient est la représentation rapide d'événements à partir des récepteurs sensoriels. C'est la représentation, en simulation, de ce qui nous entoure. Nous vivons à l'intérieur de notre cerveau. Ce sont les signaux électrochimiques qui restituent, de façon inconsciente, notre environnement. Notre conscient est limité aux sujets envers lesquels nous décidons de nous consacrer. Le cerveau fait le tri de ce qui nous est principal. De nombreux gestes du quotidien sont réalisés sans le recours au mode conscient. Le conscient n'a pas la capacité de faire le tri de ce qui nous est important, c'est notre inconscient qui s'en charge. Notre inconscient traite jusqu'à 200 000 signaux simultanément. 15 milliards de neurones peuvent former de nouvelles connexions en une fraction de seconde. Tout, comme pour notre respiration, il ne nous est pas nécessaire de penser pour exécuter, tout s'exécute automatiquement. Le cerveau, qui est notre inconscient, réalise de nombreuses tâches d'une manière totalement autonome. Cette particularité facilite notre organisation immédiate. L'analyse des données, ainsi automatisée, aussi complexe qu'elle puisse être, est immédiatement réalisée, sans que notre conscient n'ait à intervenir. Notre attention est donc réservée aux éléments qui nous apparaissent les plus importants. Nous nous déplaçons, comme des somnambules, inconscients de la volonté de nous mouvoir. Il se crée un décalage entre l'inconscient et le conscient. Le conscient étant beaucoup trop lent à la réaction, alors que notre inconscient réagit dans l'immédiat. C'est notre mémoire qui a enregistré les événements susceptibles de se réaliser. La réaction est donc automatisée, bien avant l'intervention de notre conscience. Notre cerveau peut enregistrer 6 millions d'informations simultanément. Seulement 40, parmi celles-ci, le seront d'une manière consciente. L'information visuelle occupe l'essentiel du cerveau. Or, l'acuité visuelle traitée est de l'ordre du centimètre cube. Si notre cerveau devait traiter l'ensemble de notre acuité visuelle, il lui serait nécessaire d'avoir une capacité volumétrique 500 fois supérieure. 100 millisecondes suffisent à nous représenter la personnalité d'une personne, rencontrée pour la première fois. Un tel jugement ne peut pas être exact. Il a seulement l'avantage de nous renseigner immédiatement. C'est donc l'apparence et notre connaissance des précédentes expériences qui nous guident dans nos jugements immédiats. Un processus de classement des événements est donc réalisé, auquel il est ensuite fait référence. Toutefois, le degré de leur reconnaissance sera fonction du degré d'émotion, préalablement suscité. La compatibilité fait le reste, pour ce qui est des choix, entre les possibilités offertes. Cependant, un autre élément entre en jeu lorsqu'il y a une nécessité rapide de choix, c'est l'intuition. Des automatismes se mettent en place pour résoudre des problèmes, avant même que nous ayons conscience de leur réalité. C'est la banque de données de notre cerveau qui fait l'analyse de ce qu'il est propice de mettre en œuvre. C'est notre inconscient qui réagit à l'imprévisibilité des événements. Notre conscient n'aurait pas les compétences pour nous permettre de réagir aussi instantanément. Il serait vite dans l'incapacité de savoir et de pouvoir gérer, en raison des situations d'insécurité occasionnées. Une mémoire. Notre mémoire sert-elle, seulement, à stocker le passé? Sert-elle, également à envisager le futur? Sert-elle, aussi, à imaginer qui nous serons dans le futur? Des recherches sur le fonctionnement de la mémoire et de son rôle ont permis de déterminer que la mémoire stocke, sélectivement, les événements de la vie. Ces recherches ont également permis de démontrer l'influence de l'environnement sur cette sélectivité. La réalité d'un événement pouvant être altérée par des informations contradictoires, alors prises en considération. Il s'avère que cette altération est définitive. La réalité ayant été occultée. La mémoire est vitale pour reconstituer le passé.
Toutefois, si celle-ci a été altérée, d'une quelconque façon, la vérité enregistrée n'est pas celle de la vraie réalité. Notre personnalité se construit à partir des souvenirs de ce que nous avons été, mais aussi, et surtout de ce que nous allons devenir. La manipulation prend alors toute son importance. Or, la manipulation, volontaire ou non, fait partie de notre environnement, en permanence. Dans sa vie, une personne apprend, en moyenne, 100 000 termes, rencontrera plus de 1500 personnes et sera susceptible de lire 1 millier de livres. Ces réserves mentales d'expérience permettent à chaque personne de construire son identité. Cependant, il s'avère que nos souvenirs sont souvent réécrits. Il a notamment été constaté que la pression sociale modifie radicalement nos informations sur la réalité des événements. Et, plus grave encore, c'est la modification, ainsi réalisée, qui restera comme réalité, au niveau de nos souvenirs, à partir d'informations nouvelles erronées. Les souvenirs d'une réalité sont donc radicalement modifiables. Nous pouvons ainsi croire à un déroulement d'événements qui ne se sont jamais produits. Quelles en seront alors les conséquences sur notre construction identitaire ? Il convient d'être conscient que nos souvenirs sont malléables et qu'ils peuvent être erronés volontairement de l'extérieur, à notre insu. Toutefois, il n'y a pas qu'un aspect négatif à la modification de la réalité. Il apparaît, en effet, possible de reconstruire les pensées des personnes, gravement traumatisées par un événement. En particulier, lorsqu'elles ont été victimes de circonstances de la vie, très graves et handicapant leur avenir, comme les troubles de stress post-traumatique. De la même façon, il serait intéressant de connaître la réalité de nos rêves, à quoi ils se rapportent. 6 années d'une vie en moyenne sont consacrées à rêver, dans le sommeil. Elles représentent une énorme quantité d'éléments qui sont susceptibles de s'incruster dans ce que nous appelons l'inconscient. Si nous parvenons à identifier la valeur de nos rêves, nous pourrons déterminer leurs influences éventuelles sur la construction de notre personnalité. L'activité cérébrale est un code, c'est-à-dire un message crypté. Il serait intéressant de déchiffrer ce code, de la même façon que nous avons pu déchiffrer celui de la génétique. Nous sommes parvenus à reconstituer la réalité de l'univers visible, à partir d'appareils terrestres, comme des télescopes, en dépit du brouillage occasionné par notre atmosphère. Il s'agira donc de décrypter les messages parvenant à notre cerveau, malgré le brouillage des signaux qui lui sont transmis. L'activité cérébrale d'une personne pourra ainsi être valorisée, au profit de son identification. L'ordinateur est capable de décoder et de modifier sa propre analyse, à partir des éléments qui lui sont transmis. Il le fait également, à partir des informations qu'il détecte au niveau du cerveau d'une personne. Des images ainsi transmises par le cerveau sont décodées et rendues compréhensibles. Les rêves pourront, eux aussi, être transmis de la même façon et décryptés. C'est toute la complexité de notre personnalité et ses caractéristiques qui pourraient nous être expliquées. C'est la construction de notre pensée qui fait notre personnalité. Il pourrait être possible de changer les orientations de notre mémoire et de ce fait, changer notre personnalité et donc sa construction. Les constructions de l'information, à l'intérieur du cerveau, sont tributaires des zones de distribution empruntées. Les activations électriques des neurones sont elles-mêmes tributaires des zones d'activation. Les voies de communication d'un cerveau sont en constante modification. Elles s'adaptent continuellement en fonction des informations reçues et de leurs importances. On appelle cela de la plasticité cérébrale. Elle se concrétise par des modifications permanentes des circuits utilisés pour véhiculer toutes les informations et leurs conséquences. L'efficacité est elle-même modifiée, en fonction des nécessités des neurotransmissions électriques. Un souvenir stocké dans notre mémoire peut être récupéré, mais il peut aussi être modifié. C'est là une capacité de l'oubli, fast ou néfaste, et de son implication dans la construction de notre intellect. Les souvenirs ont une très grande implication dans la construction de notre identité. Cette modification du souvenir peut-elle être sélective et modifier la construction de notre propre identité ?
Quels que puissent être les événements, la raison d'être doit prendre le dessus sur l'empreinte émotionnelle. Notre identité peut être transformée ou restaurée. Qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous? Les réponses sont-elles dans notre cerveau? Le cerveau utilise des algorithmes qui sont un encodage des informations. C'est une espèce d'architecture de réseau de neurones impulsionnels. Notre identité se construit au fur et à mesure de l'acquisition des informations. C'est tout cet ensemble et l'imagination qui permettent la conscience d'être soi. S'il est avéré que nous avons une conscience, il se trouve que nous avons aussi un subconscient. De quoi s'agit-il? Par opposition, la pensée peut être créatrice, c'est même son rôle, et elle vient du conscient d'un individu. Le subconscient, lui, est un élément relationnel dont le rôle est souvent de nous mettre en garde. Il intervient lorsque nous prenons une décision qui lui apparaît contraire à notre avenir. Une décision qui pourrait être une entrave à notre personnalité. Une grande partie de nos activités serait ainsi contrôlée par notre subconscient. Le subconscient serait le résultat d'un processus engendré par l'acquisition de l'expérience. Nos expériences seraient ainsi stockées et serviraient de référence à nos actions futures. Nos pensées, avant d'être mises en application, sont d'abord référencées auprès de notre acquis, c'est-à-dire auprès de notre subconscient qui en analyserait leur bien fondé. Mais, inversement, ce n'est pas au subconscient de décider. Il n'est qu'une zone de référence, auprès de laquelle il convient de prendre conseil. Il ne faut pas oublier, toutefois, que l'inconscient n'est qu'une accumulation de références qui correspond à chaque individu, et d'abord en fonction de ce qu'il est lui-même. Il est donc indispensable, si l'on désire changer d'orientation, de changer les modèles de référence, et d'en prendre d'autres en considération. Il nous faut alors prendre conscience que nos pensées sont d'abord des champs d'énergie. C'est donc à chacun d'entre nous d'entretenir ces champs d'énergie, de les modifier et de les modeler selon nos propres nécessités. Il s'agit là d'une technique émotionnelle faisant appel à la maîtrise de l'apprentissage. Contrairement à ce qui nous est continuellement inculqué, nous ne sommes pas que des modèles biologiques et biochimiques. Même si, bien sûr, nous sommes d'abord constitués de molécules, véritables usines chimiques individuelles. Mais nous sommes aussi constitués d'une structure à l'échelle microscopique, celle des atomes avec toute la complexité que représente son univers quantique. Seulement, nous sommes aussi une conscience à part entière. Tout cela devient vraiment compliqué. C'est une chose que de connaître si ce sont les gènes qui établissent le rôle de chacune de nos cellules ou si c'est leur environnement. Nos cellules sont unies dans chaque système organisationnel de notre corps. C'est donc l'environnement, dans lequel chaque cellule se situe, qui décide du rôle que doit jouer la cellule. Le dogme, qui voudrait que notre enregistrement génétique détermine chacun d'entre nous, fait tout simplement abstraction de l'environnement. Il fait aussi abstraction de notre conscience et donc de notre subconscient et aussi du contrôle que nous pouvons exercer sur eux. Il y aurait également une autre notion à prendre en considération, c'est celle des champs électromagnétiques. Notre corps, lui-même, est entouré d'un champ électromagnétique. Non seulement, pour notre corps, mais nous baignons dans des champs électromagnétiques. C'est là toute la différence entre la physique classique et la physique des particules, appelée physique quantique. Des forces invisibles, à la compréhension logique, entrent en interaction avec les champs magnétiques qui nous entourent. Ces champs conditionneraient l'action de chacune des particules. Ce sont les champs qui donneraient leur forme à la matière. La matière serait ainsi tributaire des champs qui l'entourent et la conditionnent. Notre univers est exclusivement constitué de champs. Il est bien évidemment important de savoir quelles influences peuvent avoir tous ces champs sur notre corps. Un autre aspect de ces influences serait le sentiment de cohérence, à partir des champs et de leurs influences. Chaque élément de notre corps serait en corrélation avec les influences des champs et le corps dans son entier, bien évidemment. Il peut aussi y avoir une corrélation entre un groupe d'individus et des champs. L'humanité, dans son ensemble, est certainement en corrélation avec d'autres champs.
C'est peut-être ce qui pourrait expliquer le grand désarroi actuel de l'humain, face à ses difficultés d'existence et aussi à une remise en question de son intégrité globale. Il se pourrait aussi que chaque présence soit en interaction avec l'ensemble. Nous ferions donc partie intégrante d'un ensemble de champs d'énergie. Cela ne paraît pas illogique, puisque nous sommes nous-mêmes de l'énergie. Quelle serait alors l'influence des stimulations émotionnelles dans ces champs d'énergie qui nous entourent? Ce qui serait sans doute plus surprenant, ce serait de constater que l'énergie se transmette de zone à zone, en fonction des émotions suscitées. Si l'énergie peut ainsi aller d'un endroit vers un autre endroit et ce n'est pas si surprenant. Ce qui pourrait surprendre le plus, c'est que la transmission soit simultanée et instantanée, sans aucun temps de transition. Cette considération laisse présumer une interactivité totale avec les informations de nos propres cellules. Mais aussi un contrôle possible avec celles-ci. Cela voudrait aussi dire que l'énergie n'a pas à voyager d'une zone à une autre. L'interactivité semblerait y être permanente. Chaque organe de notre corps possède un champ électromagnétique. Celui qui semble apparaître prépondérant serait celui du cœur lui-même. Les effets de nos champs magnétiques seraient-ils répercutés au-delà de la sphère corporelle? Ces champs d'énergie seraient-ils quantifiables et seraient-ils aussi ce que nous appelons les émotions cohérentes? Les appréciations, compassion, colère, haine auraient peut-être une influence immédiate aux alentours, quelles que soient les distances. Ce qui est plus surprenant encore, c'est que ces champs pourraient avoir un impact sur nos ressources immunitaires. C'est-à-dire que nos émotions, bien sûr, mais aussi celles d'autres personnes, peuvent être ressenties, au cœur même de nos cellules et, de cette façon, influencer leurs activités. Il s'avérerait même que des émotions peuvent interférer sur la composition du noyau d'information de nos cellules. Cela signifie que nous avons l'opportunité, par nos humeurs, de pouvoir changer l'information dans nos cellules. Cette analyse va plus loin encore, puisqu'elle met en exergue la possibilité d'une interaction constante et permanente entre toutes les informations de la matière et dans la matière. Leur liaison entre les champs magnétiques serait en interaction directe avec le reste de l'univers, ainsi qu'envisagée par les théories de l'univers quantique. La théorie du « tout est en tout » ou « tout influence tout » est de cette façon élucidée. L'espace et le temps n'ont pas de réalité dans l'action de ces champs. Il pourrait exister un lien entre nos champs magnétiques et ceux de notre planète et inversement entre les champs de nos ensembles et ceux de l'univers. Quelles seraient les influences de nos sentiments sur l'harmonie de notre corps d'une part et l'harmonie de notre planète d'autre part? Il pourrait peut-être s'agir ainsi de la communication d'informations entre les différents organes de notre corps et la transmission d'informations au champ terrestre, puis, pourquoi pas, au champ de l'univers. Les émotions, ainsi transmises, seraient relayées et recevables par tous et partout. Nos émotions influenceraient donc tous nos organes, par l'intermédiaire de leurs champs et de leurs actions. Nos émotions créeraient des modifications électromagnétiques dans notre cerveau, mais aussi dans notre cœur et seraient transférées, partout dans tous les organes de notre corps. Mais elles pourraient aussi se propager à travers la planète et peut-être bien aussi, à travers l'univers dans son entier. Il existerait donc une interdépendance entre la conscience humaine et tout son environnement. Des expériences. Elles sont nombreuses les personnes qui témoignent d'une expérience inexplicable, où les mots manquent pour définir des situations ainsi vécues. Tous font état d'un détachement de leur vie physique. Un détachement facilité par des sensations de bien-être et de bonheur. D'un amour inconditionnel, d'une paix totale, d'une agréable chaleur, d'une protection, d'un apaisement, d'une confiance, particulièrement rassurant. Ces personnes, qui disent avoir vécu l'expérience d'une dématérialisation d'eux-mêmes, précisent avoir connu une grande sérénité, sans angoisse ni peur de ce qui leur arrivait. Certaines de ces personnes parlent d'une dissociation de leur être physique. Certaines précisent avoir pu observer leur propre corps inanimé, à distance. Elles pouvaient se rendre n'importe où, instantanément. Seraient cela des symptômes de sortie de corps?
Elles parlent aussi de leur proximité avec une espèce de frontière, d'un point de non-retour, à ne pas franchir. Elles y auraient observé des personnes ayant franchi le pas, connues et inconnues. Certaines de ces personnes se seraient approchées d'elles, d'une apparence très matérialisée, en compagnie de membres de leur famille, tous précédemment décédés. Elles parlent aussi d'un accès à ce qui pourrait être, de leur point de vue, la récapitulation de leur vie. Avec un soutien de tolérance inexplicable, mais bien présent, qui leur était apporté. Chaque fois qu'un doute survenait sur leur comportement passé, un jugement uniquement personnel semblait se révéler. Ce qui est plus surprenant encore, c'est que ces personnes apparaissaient avoir été confrontées à ce qui devait être la continuité de leur existence. Ce qui allait être leur vie future dans notre univers, après leur visite dans un au-delà. Ces personnes, à ce moment de confrontation, ont le sentiment d'un accès à un niveau de savoir et de connaissance supérieur, total et infini. Il s'agirait d'une prise de connaissance et de savoir universel de tous les mécanismes, y compris ceux de l'univers. Cela donnerait un sentiment de plénitude totale, d'un mode de compréhension face à soi-même. Mais aussi face à l'humanité, face à une logique existentielle. Cela impliquerait-il alors une prise de conscience particulière? Serait-elle confrontée à une possibilité de changer le cours de leur destin ou seulement imaginer ainsi? Sauf qu'il pourrait s'agir seulement d'un état de conscience où l'on n'a justement plus la possibilité d'agir. Il s'agirait d'un univers où tout forme un tout et où l'on se retrouve à l'intérieur de ce tout, où l'on n'est plus soi, l'unité individuelle, mais où l'on est dans l'unité collective. Il y aurait peut-être, tout simplement, une prise de conscience d'un état unitaire sans limite, où tout est en tout de façon indissociable. La prise de conscience d'un sentiment de grandeur, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit et totalement intraduisible, de la vie de ces personnes. Un choix semble avoir été proposé à certaines de ces personnes de pouvoir ou non continuer, tout en connaissant à l'avance qu'elles avaient encore une sorte de mission à accomplir, un droit à pouvoir continuer. Il y aurait aussi la suggestion d'un autre état de conscience qui concernerait leur avenir et tout leur futur, en cas de retour. Cela pourrait correspondre à une prise de conscience de la nécessité d'une transition dans l'univers physique. La conscience, qui pourrait être en chacun des organismes, serait alors un terrain d'expérimentation obligatoire. Il y aurait donc la nécessité impérative d'un passage transitoire dans l'univers physique. Cela serait là une obligation de pouvoir connaître et se perfectionner, individuellement, dans cet univers physique, avant de pouvoir retourner dans un état d'unité, dans un univers de la conscience. L'expérimentation apparaîtrait comme la mission essentielle de cet univers physique. Il y aurait aussi la prise de conscience de la présence d'une entité supérieure, accompagnatrice, et d'autres possibles présences qui n'interféreraient pas. Le retour semblerait devoir s'effectuer par le chemin inverse, tout en continuant à percevoir l'amour inconditionnel qui les raccompagne, avec le même passage par un vide complet. Elle parle aussi des difficultés ou non, à devoir réintégrer leur corps initial, avec parfois un sentiment d'hésitation à revenir reprendre possession de ce corps parfaitement visible et qui est eux-mêmes. L'expérience, pour ceux qui s'en sont souvenus, est comparable à celui du nageur qui reprend une bouffée d'oxygène, alors qu'il est à bout de souffle. Certaines de ces personnes parlent même d'une sensation de renaissance. Bien évidemment, seules les personnes qui ont réintégré leur corps, après un processus de mort imminente, peuvent rendre compte d'un tel vécu. Les autres ne sont, a priori, plus en contact avec notre univers physique. Les témoins qui peuvent rapporter de tels événements parlent de l'existence d'un autre univers qui leur est apparu aussi réel que celui dans lequel ils se retrouvent à nouveau, c'est-à-dire, dans le nôtre. Elles disent aussi avoir eu une intuition, dans ce nouvel environnement, d'une capacité à tout comprendre, dans tous les moindres détails. Aucune question ne semblait devoir se poser, à elles, parce que tout apparaissait très clair, limpide et évident. Ces personnes ont l'intime conviction que ce vécu ne peut pas être le résultat d'une inconscience subjective. Le traumatisme causé par ce passage d'un état, le nôtre, dans un autre état, celui d'un autre univers, leur apparaît être une évidence.
Elle parle d'un état de conscience totalement différent, absolument objectif. Le corps médical estime que la mort est une cessation irréversible des activités dans le fonctionnement du cerveau. Il estime qu'à partir de 4 minutes de cessation des activités cérébrales, les facultés essentielles du fonctionnement sont déjà très sérieusement altérées. Au-delà de 15 minutes, elles deviennent irréversibles, le cerveau étant totalement détruit. Toutefois, certains professionnels considèrent aussi que, malgré l'arrêt des fonctions vitales des organes essentiels, comme le cœur et les poumons, il leur est apparu encore ressentir la présence de la personne. Ce ressenti s'estompant au bout d'un certain laps de temps avant de constater que le mourant n'est plus définitivement parmi eux. Il se pose alors le problème de la conscience, est-elle totalement indépendante du corps physique? Quelle est alors sa nécessité d'entrer dans l'univers physique? Bien évidemment, les dogmes du monde scientifique refusent la prise en considération de quelque étude que ce soit sur ce genre de manifestation. Partant du principe que la conscience est produite par le fonctionnement des neurones, celle-ci s'arrêterait donc automatiquement dès la cessation des activités neuronales du cerveau. Il n'y aurait donc pas de possibilité d'une continuité de la conscience. Les responsables scientifiques préfèrent parler d'hallucinations concernant ces personnes qui racontent leur vécu dans un possible passage de notre univers vers un autre univers. Cela ne serait, de leur point de vue, qu'un effet secondaire. Il semble s'interdire d'étudier tout ce qui serait causé par des perturbations du cerveau, dans certaines conditions de traumatisme. Pourtant, le phénomène est très répandu. Il est constaté dans tous les pays. Il serait susceptible de toucher une personne sur 20. Toutefois, il ne paraît pas évident que chaque personne qui a pu vivre une expérience de mort imminente en conserve le souvenir et puisse le raconter. De la même façon que nous ne sommes pas capables de nous souvenir de nos rêves, dans la majorité des cas. Il se pourrait aussi que les personnes qui ont pu vivre et relater leur expérience ne se soient trouvées que dans une phase transitoire, harmonieuse, du passage d'un état dans un autre état. Un peu comme s'il s'agissait d'une mise en scène. Ou bien, plutôt, du passage vers un voyage dans une autre dimension de l'univers. Les propriétés de cette dimension pourraient très bien s'apparenter à celle qui nous est décrite par les physiciens étudiant l'univers quantique. Et qu'il puisse y avoir de nombreuses similitudes entre l'univers physique d'une part, l'univers quantique, d'autre part et un univers spirituel. La période transitoire, de ce passage d'un univers à l'autre, pourrait expliquer les sensations de bien-être, idylliques quelque part, permettant un accès à un univers inconnu et peut-être incompréhensible. Il nous faut aussi tenir compte du fait que notre langage n'est pas adapté, pour rendre compte de telles expériences. Cela explique la réticence des témoins à formuler leur vécu, en sachant par avance qu'ils seront difficilement compréhensibles par les autres personnes n'ayant pas vécu ce type d'expérience. C'est cette difficulté à rendre compte, qui explique la réticence à prendre en considération les témoignages. Ces témoins sont conscients que les mots qu'ils utilisent, les images qu'ils décrivent, ne sont pas la réalité de leur vécu. Cela ne serait qu'un moyen, peu fiable, leur permettant d'expliquer une situation dont ils sont conscients que celle-ci n'est pas traduisible. Beaucoup de ces témoins doutent de leur expérience et refusent même de l'intégrer en tant que réalité. Cependant, les personnes qui ont vécu cette expérience, à plusieurs reprises, ne peuvent pas mettre en doute un tel vécu. C'est d'autant plus aigu, lorsqu'elles se battent pour une survie, engendrant des souffrances physiques insupportables, alors qu'elles savent qu'il leur suffit de repartir, pour retrouver la plénitude et le bien-être qu'elles ont déjà pu tester. Il y aurait des cas qui parlent de décorporation volontaire, dès l'instant où ces personnes se trouvaient confrontées à des séances de vie insupportables et répétées, avec la capacité de réintégrer leur corps dès que la situation redevenait normale. Il se serait agi d'un mécanisme reproductible, de la même façon qu'une gymnastique. Ces expériences modifient évidemment et invariablement le comportement ultérieur de ces personnes. Cela n'est pas, d'ailleurs, un moyen leur permettant un meilleur vécu. Ces personnes sont quelquefois fragilisées et sans conviction sur le bien fondé de leurs actions futures. Leur désir d'amour est plus excessif et aussi plus difficile à réaliser.
Certaines personnes peuvent aussi connaître des sensations qu'elles ignoraient auparavant, en particulier, de visions prémonitoires les concernant directement ou pas. S'agirait-il de dons paranormaux latents, soudainement exacerbés? Elles ont aussi le sentiment, plus prononcé, d'une bienveillance et même d'une assistance qui viendrait de l'autre monde. Il ne leur est pas, non plus aisé, de réintégrer la vie sociale et professionnelle. Leur vie peut être totalement bouleversée, par des changements de comportements ou de relations. Elles se désintéressent plus facilement de la matérialité de notre société. Elles éprouvent la nécessité d'acquérir plus de connaissances. Les valeurs matérielles, résultant de l'organisation sociale, apparaissent, tout à coup, totalement dénuées d'intérêt. Il y a alors un changement total des valeurs attribuées à la vie, de leur personnalité elle-même. Ce qui est encore plus surprenant, c'est le changement de leurs perceptions électromagnétiques, à cause, semble-t-il, d'une modification des valeurs de leur propre champ électromagnétique. Ce changement dans leur champ électromagnétique pouvant, à l'occasion, perturber la bonne marche de nombreux appareils électriques, utilisés normalement, auparavant. S'agirait-il là aussi, de l'utilisation soudaine de capacités inusitées de leur cerveau? La modification d'un état de conscience serait inhérente à ces personnes, que cela ait un effet traumatisant ou pas. L'état de conscience de certaines personnes serait modifié. Leur transformation physiologique pourrait engendrer, chez elles, des dons paranormaux. Selon leur point de vue, c'est l'esprit qui aurait des répercussions sur la matière. Autrement dit, l'esprit dirigerait-il la matière? Il est extrêmement troublant que des personnes, issues de lieux géographiques différents, avec des modes de vie très variés, de cultures intellectuelles diverses, de croyances ou de non-croyances, à différentes époques, puissent avoir les mêmes implications symptomatiques. Certains de ces expérimentateurs disent avoir retrouvé le sens de leur existence ainsi que des changements psychologiques radicaux et profonds. Il s'agit, bien sûr, d'un sujet d'exploration, sans certitude, comme tout ce qui touche à l'univers physique, dès qu'on en explore ses fondations. Des fondations peut être révélées, par l'univers quantique. Il s'agirait, en tout cas, d'expériences très déstabilisantes, dans l'étude de ces états de conscience modifiés. Il s'agirait, de toute façon, d'expériences hors normes, qui pourraient avoir un sens, même si l'on n'en comprend pas la signification. Certaines de ces personnes ne sont pas ressorties indemnes de ces expériences. Certaines ont même dû revoir l'organisation de leur vie, avec aussi, quelquefois, une réorganisation aux antipodes de leur précédente vie, suivie d'une durée dans ce changement. Il y aurait la prise de conscience d'une précédente organisation très dérisoire, par rapport aux exigences existentielles d'un tel vécu. Trouver les vraies valeurs, dans la vie physique, apparaîtrait indispensable à obtenir, avec la sagesse et le calme. Cette sortie de corps permettrait de prendre connaissance de l'existence de la conscience, de notre conscience. Celle-ci serait indépendante de l'esprit qui lui, servirait de relais entre la construction physique du corps et celle, immatérielle de la conscience. Cette conscience, plus forte de l'expérience physique du vécu par l'expérimentation, pourrait ensuite réintégrer son univers d'origine, celui de la spiritualité. Ces considérations pourraient aussi rejoindre les résultats relatifs aux travaux sur la physique quantique. Existence multiple. Il apparaît toujours extrêmement difficile d'accorder de l'attention à des personnes qui déclarent être certaines d'avoir vécu plusieurs fois. Leurs témoignages reposent souvent sur des faits invérifiables, tels que leur sentiment d'être déjà venus dans des lieux qu'elles reconnaissent pour y avoir vécu précédemment, selon elles. Toutefois, il n'est pas possible d'écarter cette éventualité. En effet, si nous prenons en considération que notre passage, dans cet univers physique, a pour conséquence une nécessité expérimentale, il nous faut aussi considérer les différences de valeur de ces expérimentations. Autrement dit, s'il s'avère que nous avons la nécessité d'une progression. Par cette progression, nous pouvons envisager que plusieurs expérimentations soient indispensables, compte tenu des différentes facultés de chacun et des différences de trajectoires expérimentales, pouvant être utilisées, par chacun.
Il est donc possible d'envisager des différences expérimentales, dans différents rôles, celui du mâle, celui de la femelle. Y aurait-il un passage par le monde animal, végétal, minéral, autre, où se situe la conscience? Serait-elle la propriété de l'humain? Cela n'a évidemment pas de sens. L'humain, à bien des égards, n'est rien d'autre qu'une variété animale parmi les autres. Sa construction physique repose sur une organisation d'abord cellulaire, qui est l'unité de structure de tout organisme, hébergeant le matériel génétique. La construction physique repose aussi sur la construction moléculaire qui est une partie d'une substance, mais disposant des mêmes propriétés chimiques. La molécule est un groupement d'atomes dont chaque atome, qui est une unité particulière, a la particularité d'entrer en combinaison avec d'autres atomes pour constituer un élément chimique, devenant lui-même unitaire. Ce sont donc autant d'éléments, devant être pris en considération, permettant de comprendre qu'une seule expérimentation n'est pas suffisante. Peut-on alors considérer que chaque individu possède avec lui un enregistrement des précédentes expérimentations, par une multiplicité de vies déjà acquises? Serait-ce ainsi que progresserait la nature de la conscience de chacun? La plupart des religions y feraient référence, mais ne serait-ce pas là une technique des religieux pour convaincre les adeptes et surtout ceux qui ne le sont pas encore? Les témoignages des enfants sont, en revanche, de véritables énigmes. Ils décrivent pour certains d'entre eux des scènes de vies antérieures, très troublantes. Le phénomène d'affabulation, qu'on peut retrouver chez des adultes, n'apparaît pas chez eux, ou de façon moins calculée. Ils apportent donc l'assurance que quelque chose de réel est décrit dans leurs témoignages. Il s'agit bien sûr de milliers de cas, à travers tous les pays, sur tous les continents qui suggèrent cette possibilité de pluralité d'existence. Quels sont les éléments concordants permettant de prendre en considération de tels témoignages? La plupart du temps, les enfants ont le désir de se rendre dans un endroit précis, de reconnaître des lieux où il s'avère qu'ils n'ont jamais été, jusqu'à ce moment-là, et s'exclamer avoir déjà vécu à cet endroit, en décrire des scènes de vie qui, après enquête, s'avèrent exactes. Les religieux parlent de réincarnation, il pourrait plutôt s'agir de métempsychose. Des témoignages font penser qu'il pourrait y avoir une continuité d'expérimentation, à travers le minéral, le végétal et l'animal. Cette approche déboucherait-elle vers la métaphysique? Elle serait une recherche des causes, sur l'univers, sur l'existence, sur la matière, sur les études de la connaissance, de la vérité et de la liberté. Cela pourrait ainsi déboucher sur une démarche empirique et expérimentale. La métaphysique étant à la fois philosophie et morale. Elle est aussi système, théorie, conception, pensée, éthique, dialectique, logique. Ce sont autant d'interrogations spéculatives concernant tout sujet non reconnu comme relevant du physique. La conscience serait-elle un simple véhicule permettant l'expérimentation, à travers diverses formes et par la métempsychose, pour arriver à la faculté d'aboutissement suprême qui nous serait octroyée à partir de l'univers physique? Cet univers physique serait alors considéré comme un passage obligé vers la connaissance supérieure de notre conscience? Nos rêves auraient-ils un rapport avec notre conscience globale? Seraient-ils en corrélation avec une éventuelle métempsychose? Coordonnerait-il chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chacune de nos expériences, chacune de nos extravagances, chacune de nos questions, chacune de nos réponses? Y aurait-il une méthode permettant le contrôle des possibilités de vie précédentes par la régression? Cette méthode, qui utilise l'hypnose, permet-elle d'apporter des réponses aux questions que les sujets, qui s'y soumettent, sont en droit d'attendre? Cela apparaît, en tout cas, comme un moyen d'investigation, faute de mieux. Nos vies successives, si tel est le cas, seraient-elles des scénarios reconstructibles et vérifiables? Un modèle peut-il reproduire le cheminement des pluralités existentielles? Y aurait-il un intérêt quelconque pour chacun de nous, à pouvoir visualiser nos expérimentations précédentes? Expliquerait-elle certains mal-être, des incapacités à comprendre, des difficultés à vivre tout simplement? Mais, par ailleurs, ça pourrait aussi être l'objet de traumatismes, lourds de conséquences.
Pourtant, il se pourrait, à contrario, que l'expérience de remise en mémoire de notre métempsychose nous permette de mieux comprendre ce qui conditionne la personnalité spécifique de chacun d'entre nous. Pourrait-il s'agir aussi d'une thérapie dans certains cas de troubles physiques, psychiques ou encore psychologiques? Cela pourrait aussi être une réponse aux divergences de compétences entre les individus. Cela pourrait expliquer la nécessaire compétition qui régit notre société humaine. Le désir, pour chacun d'entre nous, de chercher à se surpasser, à devenir meilleur, dans quelque domaine que ce soit. Cette approche pourrait aussi expliquer que nos notions de bien et de mal sont si divergentes d'un individu à un autre. Que ces notions même ne peuvent pas être comprises de la même manière, en raison de la complexité de chacun d'entre nous. À ce niveau d'analyse, chaque retour dans la métempsychose ne serait pas un retour, mais une continuité. Chaque phase d'expérimentation devant se graver dans le quantum, c'est-à-dire dans la continuité des proportions de notre conscience. Chaque phase étant une transition vers une nouvelle conscience, vers une nouvelle unité. Cette perception de la conscience expérimentale nous apprend à prendre conscience de sa réalité, de son unité, de son intégration à un ensemble, et surtout de sa capacité à nous améliorer. Par référence justement à cette conscience, il nous faut prendre en considération la continuité de l'existentiel, au-delà de l'arrêt physique qui ne serait que momentané. En dehors de ces possibilités de présence existentielle dans l'univers physique, y aurait-il aussi une phase expérimentale, au cours des passages que nous pourrions appeler transitoires? Cela nous pose alors le problème de notre attachement au vécu, mais à quel vécu devons-nous nous référer? À partir de toutes ces considérations, nous pouvons observer que nous ne serions pas des êtres matériels, ayant une ou des expérimentations de la conscience, mais plutôt des entités de conscience, qui ont la nécessité d'expérimenter, à partir de la matière. Il nous apparaît plus simple de considérer que si nous ne parvenons pas à obtenir ce qui est recherché, cette fois-ci, il nous sera possible de l'expérimenter ultérieurement. C'est peut-être quelque part rassurant, mais c'est aussi, encore plus angoissant de penser, que nous devrons à nouveau réexpérimenter. Souvenons-nous d'une chose essentielle, que rien dans cet univers ne peut être vérifié comme vérité, nos émotions, nos sentiments sont partie intégrante de chacun d'entre nous et pourtant notre individualité pourrait n'être qu'une référence à un ensemble. La réplique à ce type de considération n'est accessible qu'à chacun de nous et c'est peut-être là, la seule raison de notre conscience imaginaire. Notre mémoire sert-elle seulement à stocker le passé? Sert-elle également à envisager le futur? Sert-elle aussi à imaginer qui nous serons dans le futur? Des recherches sur le fonctionnement de la mémoire et de son rôle ont permis de déterminer que la mémoire stocke, sélectivement, les événements de la vie. Elles ont également permis de démontrer l'influence de l'environnement sur cette sélectivité. La réalité d'un événement pouvant être altérée par des informations contradictoires, alors prises en considération. Il s'avère que cette altération est définitive, la réalité ayant été occultée. La mémoire est vitale pour reconstituer le passé. Toutefois, si celle-ci a été altérée, d'une quelconque façon, la vérité enregistrée n'est pas celle de la vraie réalité. Notre personnalité se construit à partir des souvenirs, à partir de qui nous avons été, mais aussi et surtout, de qui nous allons devenir. Ces réserves mentales d'expérience permettent à chaque personne de construire son identité. Cependant, il s'avère que nos souvenirs sont souvent réécrits. Notamment, il a été constaté que la pression sociale modifie radicalement nos informations sur la réalité des événements. Et, peut-être plus grave, c'est la modification ainsi réalisée qui restera comme réalité au niveau de nos souvenirs, à partir d'informations nouvelles, erronées. Les souvenirs d'une réalité sont donc radicalement modifiables. Nous pouvons ainsi croire à un déroulement d'événements qui ne se seraient jamais produits. Quelles en seront alors les conséquences sur notre construction identitaire? Il convient d'être conscient que nos souvenirs sont malléables et qu'ils peuvent être erronés volontairement de l'extérieur, à notre insu. Toutefois, il n'y a pas qu'un aspect négatif à la modification de la réalité.
Il apparaît, en effet, possible de reconstruire les pensées des personnes, gravement traumatisées, par un terrible événement. En particulier lorsqu'elles ont été victimes de circonstances de la vie, très graves et qui handicapent leur avenir, comme des troubles de stress post-traumatique. De la même façon, il serait intéressant de connaître la réalité de nos rêves, à quoi ils se rapportent. 6 années d'une vie, en moyenne, sont consacrées aux rêves pendant le sommeil. Ces années représentent une énorme quantité d'éléments qui sont susceptibles de s'incruster dans ce que nous appelons l'inconscient. Si nous parvenions à identifier la valeur de nos rêves, nous pourrions déterminer leurs influences éventuelles sur la construction de notre personnalité. L'activité cérébrale est un code, c'est-à-dire un message crypté. Il serait intéressant de déchiffrer ce code, de la même façon que nous avons pu déchiffrer celui de la génétique. Nous sommes parvenus à reconstituer la réalité de l'univers visible, à partir d'appareils terrestres spécialisés, comme les télescopes, malgré le brouillage occasionné par notre atmosphère. Il s'agira donc de décrypter les messages parvenant à notre cerveau, malgré le brouillage des signaux qui lui sont transmis. L'activité cérébrale, d'une personne, pourra ainsi être valorisée, au profit de son identification. L'ordinateur lui aussi, est capable de décoder et de modifier sa propre analyse, à partir des éléments qui lui sont transmis. Notre cerveau le fait également, à partir des informations qu'il détecte. Des images, ainsi transmises au cerveau, sont décodées et rendues compréhensives. Les rêves pourront, eux aussi, être transmis de la même façon et décryptés. C'est toute la complexité de notre personnalité et ses caractéristiques qui pourront ainsi nous être expliquées. C'est la construction de notre pensée qui fait notre personnalité. Il pourrait être possible de changer les orientations de notre mémoire et de ce fait, changer notre personnalité et donc, sa construction. Les constructions de l'information, à l'intérieur du cerveau, sont tributaires des zones de distribution empruntées. Les activations électriques des neurones sont elles-mêmes tributaires des zones d'activation. Les voies de communication d'un cerveau sont en constante modification. Elles s'adaptent continuellement, en fonction des informations reçues et de leurs importances. On appelle cela de la plasticité cérébrale. Elle se concrétise, par des modifications permanentes, des circuits utilisés, pour véhiculer toutes les informations et leurs conséquences. L'efficacité est elle-même modifiée, en fonction des nécessités des neurotransmissions électriques. Un souvenir, stocké dans notre mémoire, peut être récupéré, mais il peut aussi être modifié. C'est là, une capacité de l'oubli, faste ou néfaste et de son implication dans la construction de notre intellect. Les souvenirs ont une très grande implication dans la construction de notre identité. Cette modification du souvenir peut-elle être sélective et modifier la construction de notre propre identité? Quels que puissent être les événements, la raison d'être doit prendre le dessus sur l'empreinte émotionnelle. Notre identité peut être transformée ou restaurée. Qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous dans cette logique de conscience? Les réponses sont-elles dans notre cerveau? Le cerveau utilise des algorithmes, qui sont un encodage des informations. Il y aurait une espèce d'architecture des réseaux de neurones qui serait impulsif. Notre identité se construirait au fur et à mesure de l'acquisition des informations. C'est tout cet ensemble et l'imagination qui permettrait la conscience d'être soi. Toute la collection. Les populations esclaves. Est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet. lacléinternation.org. Toute cette collection est également accessible en livre broché. Les livres brochés de cette collection Les populations esclaves, au format A4 sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Une collection, en livre de poche y est également accessible. Vous pouvez aussi cliquer, sur le logo, Livre Amazon dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de la collection est en conférence vidéophonique sur YouTube. La